c'est un programme de recherche qui est en partenariat avec la Sorbonne, comme l'université, qui fouille à Innsubna, qui est un site égyptien, le long de la mer Rouge. C'est en partenariat avec le Musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles, un projet qui s'appelle IACOM pour l'étude des processus métallurgiques. Et puis, c'est en partenariat avec MEL pour la plateforme expérimentale, l'IRAMAT pour le laboratoire et Leuven pour les analyses aussi en termes de laboratoire. Alors, ce que nous avons fait l'année passée, nous avons commencé avec la fin du processus, vous voyez ici. Donc, ici, c'est un four de fusion. Et pour l'instant, nous sommes en train de faire un four de réduction. Alors, je vais reprendre le processus qui est normal. Donc, nous sommes dans un port le long de la mer Rouge et ce port a été transformé au Moyen Empire, donc 2000 ans avant notre ère, en une structure, une énorme structure métallurgique, puisque pour l'instant, on a fouillé 100 fours comme celui-ci, les défis ne sont pas finis, et on a une petite dizaine de fours de fusion. Donc, c'est réellement pour avant tout produire du cuivre, plutôt que produire des artefacts. Comment ça se passe? Bien, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir définir en fait une cheminée à l'intérieur de la structure qui est ici. Donc c'est une grande cheminée qui fait 1,30 m, c'est un L, qui n'utilise aucun apport de ventilation extérieure. C'est par le propre tirage du four qu'on va obtenir la température souhaitée. Et c'est un gros avantage puisque ce qu'on a remarqué sur le site, c'est qu'il y a une certaine standardisation de la production. Donc ils ont reproduit ces fours qui logiquement marchent par 4 pour avoir toujours le même rendement, le même effet et le même résultat au final. Alors, l'avantage, c'est qu'ici, exceptionnellement, on collabore aussi avec un autre site qui est TINA, qui est un grand centre de métallurgie, qui est beaucoup plus récent, parce qu'il est d'ici 1000 avant notre ère, enfin 1300 avant notre ère, et ils nous fournissent pour l'instant la malachite. Donc voilà le type de malachite qu'on va réduire. Donc c'est un carbonate de cuivre, dans lequel vous avez la bande verte, qui est donc le carbonate lui-même, et puis la partie stérile sur le côté, qui est en fait juste, c'est du stérile, c'est de la roche. Donc on va mettre des blocs, la moitié de celui-ci environ, directement dans le four. Donc on va charger en fuel jusqu'à hauteur de là. On met le feu. Une fois qu'on a mis le feu, on commence à mettre les blocs à l'arrière. Et le fuel que nous allons utiliser, on va faire différentes de fuel, mais nous pensons, grâce au fuel et aux exportations, qu'à l'époque ils utilisent du bois vert, c'est de l'acacia, ça c'est sûr, c'est analysé, et du crottin frais pour pouvoir avoir une atmosphère réductrice. Donc c'est un four qui est assez compliqué en point de vue conception, mais qui est très simple à l'utilisation. Et ça c'est le trait de génie qu'on a remarqué chez eux, c'est qu'ils ont été capables de fournir en fait un effort par la structure et non par un effort humain. Donc une fois que vous allez charger du fuel, vous allez mettre les blocs vont descendre de l'arrière vers l'avant, puisque la consommation de l'oxygène va se faire par la porte, donc forcément vous avez une plus grande consommation du fuel à l'avant qu'à l'arrière, et à la sortie on obtient des petits billes comme celui-ci. Et ces billes de cuivre sont vraiment intéressantes, parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est la réduction de l'année passée, ben vous verrez qu'elles sont complètement lisses, ce qui prouve effectivement qu'on fait une bonne opération de réduction, puisqu'on n'oxyde pas le cuivre qu'on est en train de produire. Donc vous devez imaginer que lorsqu'il va fonctionner, au moment où on n'a plus de flamme verte, ça veut dire que l'opération de réduction est finie, nous allons encore à chaud aller chercher le matériel ici par la porte, le dégager, utiliser la pierre qui est ici avec un tout petit peu d'eau pour faire le tri entre ce qui est stérile, tout ce qui est scorie et les billes de cuivre. Et une fois qu'on aura tout dégagé le four, l'arrière sera plus ou moins intact en termes de fuel et on va directement relancer l'opération suivante. Donc ça explique pourquoi ces fours sont aussi épais, parce que le but est de diffuser la chaleur dans le four pour pouvoir protéger au maximum en fait ce four. Donc c'est ça qui est aussi un peu particulier pour un four de réduction, c'est pas du one shot, c'est vraiment, il faut le voir comme un four qui s'utilise sur du long terme, plusieurs jours, voire plusieurs mois d'affilée. Oui, voilà. Une fois qu'il était allumé, il fallait le garder. Il faut le garder allumé parce que vous économisez en énergie, vous gardez votre température et donc vous consommez de moins en moins de fuel aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une zone désertique, hein, donc on a intérêt effectivement de garder le maximum. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acacia. Ben, c'est pour ça qu'ils utilisent l'acacia, parce que l'acacia est un bois qui vert peut être utilisé pour fournir de la chaleur. Alors ici on monte jusqu'à 1000 degrés. Il faut savoir que si vous mettez du charbon de bois, vous montez jusqu'à 1200-1300 tout seul si vous ne faites pas attention. Alors l'avantage d'avoir travaillé sur le site, c'est qu'on a une méthodologie qui permet de croiser les informations de fouille, l'expérimentation des analyses, et donc on travaille toujours avec ces trois apports-là pour essayer d'avoir l'idée la plus proche. Alors, on comprend bien le processus actuellement, parce qu'on l'a déjà fait une trentaine de fois, et on a bien compris que ce four, il fallait valoriser un trajet très lent des blocs, plutôt qu'avoir de très hautes températures, d'autant plus qu'on ne produit pas de scorie, on n'a pas trouvé de scorie sur place. On trouve de la malachite très réduite, mais pas scorifiée comme on a l'habitude de trouver ces grandes plaques bien noires. Comme ça, on n'a pas.
Alors une fois que cette opération-là est finie, ben, vous passez à l'opération suivante, qui est la fusion. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup sur le site, puisque le site est essentiellement dédié à la production de cuivre pour être envoyé au niveau de Memphis, la capitale, et puis au niveau du Nil. Mais il y a quand même une production locale qui est demandée, puisqu'il y a quand même besoin de bateaux, il y a quand même un peu d'architecture et tout ça, donc on trouve quelques outils. Et ça se passe comment? Et là, vous avez la vision du four qui a été utilisé 15 fois l'année passée, et on a pour l'instant la macrolorimétrie à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant, puisqu'on est toujours en comparaison entre les données archéologiques, l'exploitation et l'analyse. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui était assez particulier, c'est que le four de fusion n'est pas vraiment un four de fusion à proprement parler, puisque logiquement, si jamais vous avez la chance de voir d'autres fusions, si jamais vous revenez, ben, on monte à 1200 degrés, ça c'est une obligation, on doit avoir cette température-là pour la fusion, et donc ça veut dire que les parois logiquement sont vitrifiées, il y a vraiment un impact thermique très puissant. Alors ici, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez une couche qui est relativement basse, noire, réductrice, une couche oxydante, et puis une couche qui est sans contact avec le charbon. Ça nous a donné une indication, c'est qu'à nouveau, le processus de montée en fusion n'est pas celui qu'on pense. Ce n'est pas le four qui va fournir la température, il va falloir le trouver ailleurs. Et là ailleurs, c'est le creuset lui-même. En fait, le vrai four de fusion, c'est le creuset. Donc, quand vous chargez des gros blocs de charbon à l'intérieur, vous allez mettre les billes, d'où l'intérêt de produire des billes aussi, pas des lingots, parce que c'est plus facile de mettre des billes dans un creuset. Vous mettez les billes, on sait que c'est 200 grammes de billes qui sont mis à l'intérieur, parce qu'on a calculé que le creuset et on a fait de maintenance. Vous placez votre creuset à l'intérieur du foyer. Et puis vous allez couvrir les billes de cuivre par des petits morceaux de charbon. Et pour pouvoir obtenir la température, eh bien, nous avons deux souffleurs. Ils vont utiliser les pipes. Et à l'époque, on n'a pas encore de soufflet mécanique. Ce sont bien donc des manchons en roseau protégés par un manchon en argile avec un rétrécissement qui va permettre d'alléger en fait l'effort pulmonaire. Et donc vous allez créer un gicleur qui va se concentrer par l'ouverture latérale de part et d'autre, on en a besoin de deux, ça c'est aussi l'expérimentation qui l'a montré. Et vous allez vous mettre environ à 5 cm, pas plus. Si vous êtes trop proche, vous ne bénéficiez pas assez de l'effet Venturi, trop loin, vous le perdez. Et donc on a marqué qu'à 5 cm en alternance, vous créez un souffle continu. Vous allez donc avoir une attaque à l'intérieur assez oxydante ici. Pour diminuer l'attaque oxydante, vous mettez un charbon, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous allez créer vraiment un effet de buffer. Ce qui fait que la flamme va consommer tout l'oxygène, mais va donner sa température à l'arrière pour pas oxyder le cuivre. Et puis alors, vous allez répartir la température en mélangeant l'intérieur et vous allez obtenir un bain. Une fois que vous avez le bain, eh bien, l'avantage évidemment de l'ouverture latérale, elle est double, parce que d'une part, effectivement, vous soufflez par là, mais d'autre part, vous prenez un bâton, vous placez le bâton à l'intérieur, vous sortez votre creuset et vous découlez. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant dans tout ce processus, qui est un processus du Moyen Empire, c'est qu'on voit pertinemment bien que chaque fois, l'intérêt des métallurgistes, qui est avant tout un potier, si on peut appeler ça un potier, ce n'est pas reconnu en tant que tel, mais qui a une connaissance des terres tellement forte qu'il est capable de différencier les terres pour pouvoir obtenir chaque fois un effet maximum afin de produire effectivement ce qu'il souhaite produire. Et donc les gestes sont relativement simples, mais derrière, il y a toute une pensée qui est très élaborée pour pouvoir obtenir en fait ce résultat. Et une fois qu'on a coulé, on coule. Alors c'est la seule chose qu'on n'a pas trouvé sur le site, parce qu'actuellement on a tout retrouvé, en crue, en utilisation et autres. Les moules, on ne les a pas retrouvés, mais on a retrouvé les burins. Donc on a fait, comme vous avez vu ici, on a simplement un moule en argile, dans lequel on a fait la forme des burins souhaités. Et vous devez quand même concevoir que ces 4000 personnes, environ 3 000 à 4 000 personnes envoyées, plus les avions, tout ça, plus les bateaux, et au final, eux, sur le site, je ne dis pas pour le reste, mais sur le site, ils produisent finalement des outils tout burins. Donc ça vous montre l'importance quand même du matériel. Et c'est un matériel, à ce moment-là, cuivre, souvent du cuivre arsénié, puisque l'avantage quand on travaille au musée, on a pu faire énormément d'analyses, et finalement le cuivre arsénié, donc c'est une sorte de... c'est pas vraiment du cuivre pur, hein. L'arsenic permet d'obtenir des propriétés plus résistantes au cuivre. Et bien on remarque qu'ils vont mélanger ça avec de l'arsenic, et qui va permettre de produire des outils très spécifiques, ou alors, du côté nilotique, de produire des statues, de la bijouterie, enfin, tout ce que la haute société a besoin. Et donc le métal est réservé vraiment une élite. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est utilisé pour toute l'échelle sociale, puisque la demande n'est pas nécessaire. Et donc il faut bien comprendre que le métal, quelle que soit la société, va se répartir dans l'échelle sociale en fonction aussi d'une demande. Ici, clairement, la demande est importante. Il faut déforester, il faut faire l'agriculture lourde. Là, on n'est pas du tout dans le même système. Avec du bois, de l'obsidienne ou du silex ou autre, vous savez effectivement faire la plupart des travaux qui sont nécessaires. Et donc, le métal va être vraiment réservé à une élite, jusque très tard. Voilà.
C'est la remplacer.